Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette table ronde qui est dédiée au rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique, énergétique aussi. Je me présente, je suis Hilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Cette Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante qui est en charge d'organiser le dialogue, la concertation avec les citoyennes et citoyens chaque fois qu'il y a un grand projet qui a un impact sur l'environnement ou aussi autour d'une politique publique. C'est donc une instance qui existe depuis plus de 30 ans et je salue aussi son président qui est là, Marc Papinutti, qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est une instance qui est très importante. On va dire que c'est l'instance qui organise la démocratie participative dans le domaine environnemental. Et pourquoi un organisme comme la CNDP a souhaité organiser une table ronde sur ce sujet? Parce que lorsque nous organisons les concertations et les débats publics sur tout un tas de projets, je vous fais un exemple sur les parcs éoliens offshore, sur des mines de lithium, sur des projets de transport, d'infrastructures, nous allons beaucoup sur le terrain. Donc, nous dialoguons avec celles et ceux sur lesquels les projets vont avoir un impact, avec les parties prenantes, bien évidemment, organisées, mais aussi et surtout avec les collectivités territoriales, les élus et tous les acteurs des collectivités territoriales. Ces collectivités sont des acteurs incontournables aussi de la concertation autour de sujets qui occupent beaucoup la Commission nationale du débat public. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous avons Régis Passerieux qui a été sous-préfet d'arrondissement d'Istres et qui aujourd'hui est commissaire à la transition industrielle, énergétique et écologique sur la zone de Fosse-Berre. Régis, bienvenue. Nous sommes aussi en compagnie d'Étienne Balland qui est urbaniste, paysagiste, qui est spécialiste des questions de concertation et qui est garant pour la Commission nationale du débat public et qui a beaucoup d'expérience sur la manière dont on mène les débats et les concertations. Nous avons aussi un autre invité qui est le maire d'Istres. Bienvenue François Bernardini. Petit mot d'introduction. Donc, pourquoi les collectivités sont importantes dans la mise en place des politiques de transition écologique? La première raison pour laquelle il est important de travailler avec les collectivités, c'est le fait qu'elles sont elles aussi qui permettent de donner de la légitimité aux politiques élaborées au niveau national. Donc, ce sont quand même elles qui vont donner de la réalité à ces politiques-là. Nous en parlerons de ça avec Régis Passerieux. Ensuite, parce que les collectivités territoriales connaissent très bien les enjeux locaux, il n'y a pas mieux que des maires ou des collectivités pour connaître la réalité du terrain, les besoins de terrain, les ressources, comment ça se passe. Et donc, c'est grâce à cette proximité aussi que les politiques peuvent être plus adaptées, plus calées sur les territoires et aussi pour des questions, bien évidemment, de décentralisation. Et donc, on parlera de ça avec François Bernardini, maire d'Istres. Ensuite, parce que les collectivités territoriales sont aussi tout près et très près des citoyens et des citoyennes et des habitants. Et donc, ils peuvent être le relais parfait pour associer ce public-là à la mise en place des politiques liées à la transition écologique et énergétique. Et donc, il est important de s'appuyer sur elles pour concerter avec les populations. Et ce sont aussi, on va peut-être le voir, souvent des laboratoires d'innovation et d'expérimentation, les collectivités, de par leur échelle et par les enjeux. C'est aussi non seulement les endroits où il y a les plus grands enjeux de la transition, mais aussi où les solutions peuvent émerger. Nous parlerons de cela avec Étienne Balland. Sans plus tarder, je vais démarrer par toi, Régis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, côté État, on s'appuie sur les collectivités pour donner plus de chair, plus de légitimité aussi à des grandes politiques publiques liées à la transition? Je pense par exemple aux politiques de décarbonation de l'industrialisation, comme celles qui sont en train d'avoir lieu sur la zone de Fosse-Berre, et nous raconter un peu ton expérience sur place. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, Monsieur le maire vice-président de la métropole, Monsieur Balland, Monsieur le président de la CNDP. Une remarque préliminaire laconique au départ qui paraît nous éloigner du sujet ou de le globaliser, mais sur lequel je voudrais insister. Je pense qu'on est encore à un âge archaïque dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales dans la production vraiment du développement. On est
encore sous le diptyque bien cloisonné, contrat de plan, contrat de territoire, contrat pour le transport et de l'autre contrôle qui doit avoir lieu. Les deux sont nécessaires, mais on n'est jamais réellement passé sur l'étape coproduction, qui pourtant aujourd'hui dans une société de réseau est une absolue nécessité. Or, la concertation, au sens large, est vécue comme un élément qui plutôt tétanise les acteurs, alors que je crois que, en vérité, une dynamique de concertation publique forte est une dynamique plutôt positive. Il y a des réticences. Finalement, un maire, et j'ai été maire pendant 12 ans, donc je vois bien comment on se positionne très vite en défensif dans ce secteur-là, peut se dire, le contact avec les citoyens, c'est mon job, c'est mon travail. Que l'État m'écoute dans ce domaine-là, je lui ferai passer les messages, mais je connais bien les choses. Et en quoi on va venir nous organiser, au fond, notre rapport avec nos citoyens sur un territoire. Et une part de cette argumentation, si la concertation n'est pas bien organisée avec les élus, est pertinente. Et souvent, dans le cas concret, ça l'est réellement. Deuxièmement, l'État lui-même, lui, se sent dans une vérité carrément ontologique et historique, parce que l'histoire de la France est ainsi. Et au fond, on concerte pour bien mettre en musique le petit solfège. Hein. Mais la globalité, je dirais, l'inspiration, l'esprit qui souffle sur un projet, c'est l'État, dans son être profond, qui en est le maître. Et je crois que tout cela manque de coproduction, concertation bloquée et défensive, ça peut être dépassé par une nouvelle génération de concertation. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place ici et qui a démontré une chose extraordinaire et qui n'est pas pour moi surprenante, c'est qu'à condition d'être structurée d'une certaine manière, la concertation publique, la coproduction avec les parties prenantes d'un territoire peut amener au contraire à une dynamique de codécision véritablement nouvelle entre acteurs du territoire qui ont chacun leur responsabilité. Nous avons créé sur place, à partir d'un choc, une nouvelle modalité de concertation aujourd'hui qui, je crois, est quand même assez nouvelle. Le choc sur les territoires, il est lié au fait que la mondialisation, la démondialisation, ça va, ça vient. Tout finalement, le paratonnerre sur lequel tout se joue, ça va être les territoires. Nous avions eu un incident dans lequel un processus de concertation préalable, de délibération de la métropole, d'acteurs, tout ça s'était très bien passé pour installer une petite usine qui était seuil Céveso, seuil bas, donc qui ne posait aucun problème, dans une zone qui était une zone économique, au bord de l'étang de Berre à Marignane. Et puis, à la fin de tout ce processus qui avait pris 2 ans et demi, dans le cadre d'une sous-traitance à Airbus Hélicoptère, tout d'un coup, au moment de la quête publique, au dernier kilomètre, je dirais, de la préparation du projet, nous avons vu une salle se remplir de 400 personnes et qui a mis en cause la totalité du projet. Tant et si bien que le maire a décidé de ne pas signer le permis de construire, alors que, comme conseiller métropolitain, il avait voté la mesure devant la brutalité du risque pour lui et pour son territoire. Le président des industriels m'a saisi, m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les projets ? On va vers une décarbonation massive dans la zone de fosse. On sait que cette décarbonation massive de la zone de fosse, ça va obliger à des multiples concertations, que c'est pas parce que c'est positif, sage, industrie verte, vertueux, que c'est plus accepté par les populations locales. Et donc, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai dit, écoutez, on va faire une chose. On va co-construire avec les parties prenantes du territoire. Mais plus projet par projet, sur une vision d'ensemble. Parce que les populations ont besoin de comprendre comment on se situe dans une vision d'ensemble. Et comment on travaille ensemble dans une vision d'ensemble. Et nous avons créé ce laboratoire territorial avec l'ensemble des parties prenantes, élus, associations, métropoles, régions, industriels et citoyens, avec un caucus citoyen de 30 personnes et avec l'idée qu'on se retrouve chaque mois, avec plusieurs structures, pour comprendre la complexité réellement du développement du territoire. Parce que chacun se sent aussi compétent et hanté par des bachibouzouks qui viennent tout d'un coup soulever un problème nouveau. Et ce qui était très important dans ce processus où nous avons défini des objectifs très précis, on y reviendra peut-être, ce qui était très important, c'est que la règle de départ, c'est que cette collégialité, elle ne décide pas, elle est libre, elle n'est pas engagée par ces débats. On donne une toile de fond et les décideurs, la métropole, l'État, la région et d'autres, et les entreprises,
restent les décideurs et s'imprègnent simplement de ce débat-là pour ne pas créer de confusion. Et en faisant cela, il s'est produit une petite chose assez magique, c'est qu'en fait, nous avions toutes les procédures d'instruction des dossiers, tout le travail de biodiversité, de compensation, de traitement qui sont un souci majeur pour les collectivités territoriales, mais aussi pour ceux qui poussent les projets, comme moi dans la position dans laquelle j'étais et aujourd'hui encore. Et nous avons vu qu'en fait, de passer par ce détour a amené à ce que nous soyons amenés forcément à co-construire la décision. Pas dans le laboratoire, mais en prolongement du laboratoire. Et donc finalement, ça n'a pas été un frein, mais au contraire, un générateur de choses qui sont en train de se passer en ce moment et sur lesquelles on reviendra peut-être dans quelques instants. Merci beaucoup Régis de nous avoir raconté comment ce laboratoire donne de l'impulsion aux acteurs locaux. Je me tourne donc vers vous, monsieur le maire Bernardini, donc pour nous raconter un peu comment concrètement ça se passe sur le territoire, quels sont les projets que vous êtes en train de porter et quels sont les efforts que vous réalisez pour essayer de mener à bien ces projets. D'abord, pour continuer dans l'esprit de ce que vient de dire monsieur Passérieux, puisque je fais partie du lab territorial, je m'inscris dans la qualité de cette démarche qui nous a permis immédiatement de voir les effets positifs. Ils en donnent deux. Le premier effet positif, c'est, vous savez, les élus, généralement, ils sont pas toujours tout à fait d'accord entre eux. Et là, avec effectivement cette espèce de fédération, de mutualisation, d'intérêt des projets, nous sommes arrivés à avoir une union sacrée sur tous les projets industriels, au point que moi, qui suis responsable des élus du coin, je fais dire, et ils le partagent, que le projet de chacun est le projet de tous. Et le projet de tous devient effectivement notre feuille de route. C'est extraordinairement important, parce que ça permet d'avoir une crédibilité qui s'ouvre sur les industriels qui n'ont pas par nature non plus une vocation naturelle à se tourner vers les élus. Il y en a même un qui m'a dit, vous savez, il y a 3 ans, je ne serais pas venu vous voir. Maintenant, il est tous les jours à la mairie. Parce qu'effectivement, on a pris de l'importance dans le déroulement des dossiers, ils ont besoin de notre soutien. Ce qui est aussi important, et vous l'avez sans doute ressenti dans tous les différentes consultations du débat public, c'est qu'on est arrivé à une extraordinaire maturité des citoyens et des associations qui les concernent. Alors, je vous cache pas que bien sûr, on a eu des trublions de services qui viennent un petit peu d'un peu partout pour dire dogmatiquement qu'ils sont contre tout et au nom de la décroissance, qu'ils sont contre le projet industriel, même si celui-là est pour la décarbonation, qu'ils soutiennent par ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le périmètre local, le périmètre métropolitain et la réaction des associations qui y vivent et qui ont un message à faire porter. Et toutes, curieusement, et moi je dirais presque miraculeusement, parce que je ne m'attendais pas à cet excès de maturité, ils ont donné leur accord, leurs sentiments et leur effet positif en disant simplement, attention, tous les ennuis que nous avons par ailleurs, et nous avons soutenu dans leur démarche parce qu'ils avaient raison, parce que nous avons les mêmes, c'est-à-dire sur les infrastructures routières, il va y en avoir en supplément, il va falloir effectivement que l'État prenne ses engagements. Donc, tout ça a permis d'avoir une espèce de vision d'ensemble partagée et productive d'un élan qui est effectivement, à mon avis, très important parce que Régis a parlé de l'État de manière sympathique. C'est son rôle. Mais moi, je le vis pas obligatoirement toujours de la même façon. Mais il est très honnête pour me dire que je suis pas loin de la réalité. Parce que dans ces dossiers qui sont extraordinairement importants pour la décarbonation, on devrait avoir un élan de soutien de la part de tout le monde. Les industriels font les investissements qu'il faut, ils sont là. L'État, au niveau de la politique industrielle, dans sa globalisation, a aussi des vecteurs bien avancés. Mais lorsqu'on arrive à la déclinaison sur le terrain, les choses prennent un pas différent.
Et on a effectivement des interprétations, des blocages qui sont incessants. Et grâce à des gens comme Régis, qui a été aussi sous-préfet d'Istres, et aussi du préfet lui-même, on arrive à surmonter, mais c'est toujours un parcours d'obstacles. Et ça, c'est très compliqué, parce que ça, c'est décourageant, et ça donne pas aux gens qui ont donné leur accord, comme les associations, eh bien, un élément de confiance qu'ils méritent. Donc moi, je suis vraiment très ennuyé souvent de faire le vilain petit canard qui fait le rappel à l'ordre en disant « Bon, écoutez, là, tout le monde déconne et on n'avance pas. » Voilà. Donc, il faut qu'à un moment donné, tout le monde. Et lorsqu'on en arrive sur le terrain de la fameuse compensation, où là, alors là, on peut avoir l'élément, certes, de protection, mais qui, dans une surenchère colossale, fait que on n'a pas la possibilité de l'offrir, parce que ce sont un nombre de terrains calculables, mais aussi, quelquefois, le découragement jusqu'au point que l'industriel va partir. On se dit quand même qu'à un moment donné, il faut avoir une vision, une réflexion qui s'apparente mieux, qui s'adapte mieux aux besoins que l'on recherche, aux moyens que l'on met et aux situations qui relèvent du domaine du possible. Merci beaucoup de ce témoignage et de ce point de vue. Donc, nous avons vu un peu la posture, on va dire, de l'État. Vous nous avez indiqué aussi la manière dont vous arrivez à y coopérer, mais aussi poser des alertes sur certaines difficultés d'interaction entre les collectivités et l'État. Vous avez évoqué le rôle des associations et le travail que vous faites avec elles, mais quid des gens, de celles et ceux sur lesquels aussi ces différents projets liés à la transition vont avoir des retombées. Je me tourne donc vers Étienne. Tu as une énorme expérience non seulement sur la zone de Fosse-Salon de concertation, un peu partout en France, sur la manière dont on implique les citoyennes et les citoyens aux décisions qui touchent aux enjeux de la transition. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Quels sont les freins principaux, les avantages d'associer le plus grand nombre à ces choix? Merci beaucoup Hilaria, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on est tous les trois basés dans le sud de la France, à Marseille ou autour, ou à Fos, ou autour de Fos. Et ce serait intéressant d'élargir aussi un petit peu notre perspective et de regarder sur d'autres exemples. Je vais prendre simplement quelques exemples du coup, c'était un peu ça l'idée pour éclairer la question que tu viens de me poser. D'abord, les projets de transition énergétique, aujourd'hui, ils s'expriment encore beaucoup lorsqu'ils débarquent dans le champ de la concertation, de la participation, justement sous la forme de projet. C'est-à-dire une intention, un acteur qui veut faire quelque chose à un endroit. Cet acteur, il est parfois public, mais de plus en plus souvent privé. On va peut-être prendre un sujet assez simple, qui est le développement de l'éolien terrestre, pour le coup, qui a maintenant une longue expérience sur ces sujets-là. Et typiquement, lorsqu'on va amener une concertation et ouvrir véritablement la question de l'opportunité d'un projet éolien sur un territoire, il va se passer la chose suivante, enfin le plus souvent, eh bien c'est que si on reste dans la focale simplement du projet, on va aller assez rapidement au conflit sur des logiques simplement avantages-inconvénients du projet. La réalité, c'est que lorsqu'on va ouvrir la discussion au public de façon beaucoup plus large et le plus en amont possible, eh bien on va pas seulement parler du projet, mais on va parler de l'inscription du projet dans une politique publique et dans un territoire. Une concertation, par exemple, moi que je nomme assez souvent, qui a bien fonctionné, c'est le jour où la collectivité qui devait accueillir un projet éolien, finalement, a posé la question à son public de dire, non pas est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il le faut pas, mais si on le fait, à quoi il va servir? Qu'est-ce qu'il va financer pour notre vie commune? Et là, tout d'un coup, les choses se sont retournées, c'est-à-dire qu'en réalité, le débat a porté sur les objectifs, sur les bénéfices tels qu'il allait être finalement redistribué, collectivisé, entrer sur une logique à la fois territoriale et de politique publique. En l'occurrence, ça a été pour le financement d'une maison de retraite, enfin d'un EHPAD, pour que des personnes dans le milieu très rural où les personnes âgées partaient toutes à la ville, n'avaient pas de solution finalement d'hébergement local. Et le principe qu'un projet éolien puisse financer un EHPAD, vous voyez, on ne fait pas le lien immédiatement comme ça, mais en réalité, ça a permis d'engager autre chose. Alors là, c'est plutôt dans le sens d'une abodiation ou d'un accueil du projet. Mais on va avoir d'autres situations dans lesquelles le rapport au territoire va amener, c'est très classique, hein, on le voit très souvent, va amener une régulation, une modulation
du projet, parfois sa réduction. Beaucoup de projets de ce type, transition énergétique, arrivent en disant, de toutes les façons, on peut pas ne pas le faire puisque c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Alors quand vous rentrez en concertation avec ça, généralement c'est censé calmer tout le monde et annoncer qu'il n'y a pas de discussion. Voilà. En réalité, si, il y a une discussion. Il y a une discussion au minimum sur l'inscription du projet dans ce territoire, sur la question de à quoi va servir cette énergie aussi localement, qui elle va enrichir, à qui elle va bénéficier, mais aussi quelle est la capacité du territoire à accueillir ou non un certain nombre d'éoliennes, un certain nombre d'installations industrielles, etc. Et là, le territoire, il a un rôle majeur, et c'est bien par le public que ça se passe. C'est parce qu'à un moment donné, le public s'informe, bien entendu, prend la parole et dit « Attendez, je suis pas contre en matière d'opportunité. En revanche, j'ai besoin pour que ce projet existe, qu'il rencontre le territoire et qu'il rencontre la capacité du territoire à accueillir ce projet. » Une concertation, on le dit souvent à la CNDP, finalement, c'est la rencontre entre un projet et un territoire. Et s'il n'y a que le projet qui rencontre pas le territoire, en général, le projet est moins faisable, il est moins aussi positif et bénéfique au territoire. Deuxième point, qu'est-ce qu'amène le dialogue au niveau le plus local, et notamment en passant par les collectivités et avec le grand public, sur des projets de transition? Et bien justement, il amène le plus souvent à compléter. Et souvent, les collectivités se retrouvent à... certes, elles vont prendre le projet de transition, voilà, je pense, si on reprend l'éolien, si on veut, ou n'importe quoi, ou les micro-barrages, ou ce que vous voudrez. Et en réalité, la collectivité, au fil de la concertation, de la démarche de participation, va être amenée à élaborer des politiques publiques complémentaires qu'elle va prendre à sa charge. Et on va penser en particulier aux politiques publiques qui consistent à décentraliser la production énergétique, par exemple, ou aux politiques publiques qui consistent à encourager la sobriété. On a beaucoup d'exemples de territoires qui, confrontés à un projet de transition écologique, se disent « Ok, je vais faire ma part, ou on va faire notre part de transition, mais dans ces cas-là, on va aussi faire une part qui va réduire le besoin de ce projet de transition. » Je pense à l'énergie renouvelable. Les projets d'énergie renouvelable, en réalité, quand ils rencontrent un territoire, ces territoires se mettent généralement en position de démarrer des projets de maîtrise de demande d'électricité, de sobriété, de remplacement du chauffage urbain, et ainsi de suite. En fait, le fait d'être confronté à cette question un peu méta qu'est la transition écologique, eh bien, va amener des situations et des territoires qui vont revenir, ils vont devenir plus sobres, en fait. On a le cas aujourd'hui, s'il y a des gens d'Enedis dans la salle, je sais pas, on a aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'acteurs qui ont intérêt localement à ce que les territoires s'équilibrent d'un point de vue énergétique et qu'on ait moins besoin de des infrastructures de production énergétique et qu'on gère beaucoup mieux par la participation et l'implication de tous des équilibrages finalement entre consommation et production au niveau local. Et ça, c'est le produit de la concertation et de la participation. Parlons un peu biodiversité, du coup, changeons un peu. On vient de faire, et la CNDP fait de plus en plus, des débats ou des concertations sur la planification. Donc là, pour le coup, on sort de la logique projet par projet, et on a un plan. On vient de faire le débat sur les documents stratégiques de façade, donc la planification maritime dans son ensemble sur tout le territoire métropolitain. Et il s'est passé une chose assez simple en Méditerranée. Là, du coup, je relocalise mon propos, mais il faut bien. Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que finalement, l'État est arrivé en disant... Bon, on a un problème, on doit diminuer nos impacts sur le milieu marin, parce qu'on peut pas faire autrement, c'est pas possible, il y a trop de plaisanciers qui vont partout. Depuis le Covid, c'est l'explosion, la mer est devenue une autoroute, enfin, bref, je passe. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est en entendant le public dire, bah oui, en fait, nous on est prêts. On est prêt à ce qu'il y ait plus de surveillance en mer. On est prêt à ce qu'il y ait plus de contraintes. On est prêt à respecter plus de contraintes parce qu'il y a des zones, effectivement, il faut pas qu'on pêche. Il ne faut pas qu'on navigue, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ce sont les collectivités qui ont pris la main en disant « Ok, il y a besoin de plus de surveillance, l'État nous dit « J'ai pas de moyens de surveillance supplémentaires, je peux pas faire plus. » Et les collectivités ont dit « Ok, alors nous allons jouer notre rôle. » Les collectivités aujourd'hui sont en demande, à la fin de ce débat public, pour dire « Donnez-nous les moyens, non pas financiers ou humains, mais donnez-nous simplement l'autorisation que nous ayons des agents assermentés de police municipale en mer, et donnez-nous les moyens de créer nous-mêmes des réserves naturelles en mer. Réserves que nous gérerons nous-mêmes. » Et là, la concertation, le débat public, il vient faire émerger la collectivité comme un acteur qui n'était pas forcément au départ
prévu dans une logique de planification très globale et qui devient en réalité un acteur majeur de la réalisation des objectifs de cette planification. Merci beaucoup Étienne. Comme vous avez pu le voir, nous avons 3 témoins privilégiés qui connaissent très bien les questions de transition, mais aussi de déclinaison territoriale de certains projets. Donc merci à ces intervenants. On a vu que les questions de transition sont des questions et des enjeux à niveau global, mais elles ne se passeront pas sans les collectivités. Donc je vous remercie encore une fois. Merci à vous d'avoir été là et suivez le débat et les débats de la CNDP. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast.